Pourquoi avoir créé Patrimonia? Les années 90, le début des années 90, c'est l'essor de la gestion de patrimoine. Alors pourquoi en 94? Parce que j'avais croisé déjà des professionnels de divers horizons qui avaient des conceptions de la gestion de patrimoine peu compatibles les unes les autres. Et donc l'idée a fait son chemin de créer un lieu d'échange de pratiques pour faire émerger en quelque sorte quelque chose qui ressemble à réellement un métier. On est passé, si vous voulez, d'une vision dans laquelle on appelait gestion de patrimoine la prescription de produits relativement simples à une complexification toujours plus grande avec des interférences du droit fiscal, du droit civil. On a vu émerger à ce moment-là ce qu'il est convenu d'appeler l'ingénierie patrimoniale, une vision à la fois plus globale, plus transversale des choses. Patrimonia n'aurait certainement pas vu le jour sans le soutien indéfectible d'au moins deux personnes, que sont d'une part Sandrine Lemoine, qui à l'époque était rédactrice en chef de l'Argus, mais aussi Alain Metternich, un grand monsieur de la presse en général et de la presse financière en particulier. Patrimonia aujourd'hui est mise en œuvre, opérée par Infopro depuis une dizaine d'années. Ce que je constate, c'est que les gènes originaux de Patrimonia sont toujours là, que Infopro sait les faire prospérer. Comment je vois Patrimonia pour l'avenir? Je vois comme un lieu de profonde réflexion. Je crois que le cadre formel, juridique, civil du patrimoine tel qu'il existe en France aujourd'hui est appelé à évoluer pour s'adapter à ces mutations. Patrimonia a de l'avenir parce que ça a été, c'est et ce sera le lieu de réflexion prospective quant à la gestion de patrimoine face aux mutations sociales à venir. Bonjour à tous. Vous êtes très nombreux et c'est avec un plaisir tout particulier que je vous accueille aujourd'hui sur Patrimonia. Tout particulier parce que Patrimonia a cette année 25 ans. 25 ans que le coup d'envoi de la saison d'épargne est donné sur Patrimonia. 25 ans que nous travaillons à en faire le point de repère des professionnels du patrimoine. Dès l'origine, la manifestation a offert une tribune neutre, fédératrice et œcuménique pour rassembler tous les acteurs médiatiques et associatifs qu'il souhaitait. Au-delà de vous permettre de rencontrer de nouveaux partenaires, de découvrir des solutions de placement, elle est aussi un très grand moment de convivialité. « 25 ans, c'est un très bel âge qui offre tellement de perspectives d'avenir. L'avenir, nous le voyons encore et toujours avec ceux qui, depuis le début, nous soutiennent et sans qui la Convention ne serait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Je pense à nos fidèles partenaires, bien sûr, et puis à vous aussi, congressistes toujours assidus, pour beaucoup membres des associations professionnelles. Ces associations professionnelles qui défendent chaque jour vos intérêts et vous accompagnent au quotidien, nous avons souhaité les associer et leur donner la parole pour cet anniversaire. Leurs présidents nous font l'honneur d'être là et je vous prie donc d'accueillir avec moi et d'applaudir David Charlet, président de l'ANACOFI, Stéphane Fantu, président de la CNCEF Patrimoine, Philippe Feuille, président de la compagnie des CGP-CIF, et Julien Serraki, président de la CNCGP. David, à toi. Bien, merci. Donc, j'ai le plaisir d'être le premier à parler, à vous souhaiter un bon anniversaire. Donc, très bon 25e anniversaire à Patrimonia. Pour nous, l'ANACOFI a commencé alors que Patrimonia existait déjà.
Donc on a eu le plaisir d'y venir en étant une association d'une douzaine de personnes. On a aujourd'hui le plaisir de pouvoir vous accueillir sur notre stand alors que vous êtes quelques milliers. C'est un événement, enfin c'est l'événement central de la rentrée, c'est l'événement central et principal en tout cas de ce métier qui est bel et bien, comme le disait Michel, qui d'aller devenir un métier. Oui, je pense que c'est devenu un métier. Les quelques milliers de cabinets que nous avons pèsent un bon pourcentage de l'épargne et de l'investissement des Français, et c'est le lieu patrimonial où nous nous retrouvons, toujours avec plaisir. Bon, les exposants et les représentants d'associations que nous sommes vont être les seuls CGP à bosser vraiment pendant ces 2 jours, à répondre aux autres CGP qui viendront les voir sur leur stand. Mais ce sera avec plaisir, et ça a toujours été avec plaisir à Patrimonia, où on a toujours été très bien accueillis. Voilà, 1 minute, je pense qu'on y est à peu près. Parfait, merci. Bonjour à tous. Si j'en juge par le nombre de personnes ici présentes et le nombre de personnes dans les allées, on se rend compte que Patrimonia 2019 va encore être un gros succès. C'est normal parce qu'en fait, on a la chance en l'espace de 2 jours, en un seul lieu, de rencontrer tous nos partenaires, tous les éditeurs, toutes les nouvelles pratiques professionnelles à travers les ateliers. Puis on a aussi la chance d'échanger avec nos confrères, ce qui est toujours très, très enrichissant. Patrimonia, c'est aussi l'occasion de prendre un peu de recul. Et moi, je voulais vous citer ce matin 2 chiffres. Un chiffre qui est sorti dans les sondages, 90% de nos clients se disent satisfaits d'avoir un CGP à leur côté. A contrario, on n'a que 10 ou 12% de part de marché. Donc j'en déduis que notre offre de service est la bonne, mais qu'on n'est peut-être encore pas assez connu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans notre chambre, nous avons lancé cette campagne de communication sur le CGP présenté comme un accompagnateur de croissance du patrimoine des Français, ce qui repose sur un certain nombre de qualités que vous connaissez tous. Les fondamentaux de notre métier, c'est la confiance, l'expertise, le sur-mesure. Et je pense que le challenge qui nous attend pour être le nouveau CGP, le CGP de la nouvelle décennie, c'est effectivement de garder ces fondamentaux toujours présents et puis d'intégrer toutes ces mutations qui étaient évoquées par Patrice Giraudet. Donc voilà, je laisse ceci à votre réflexion pour cette très belle édition, 25e ou 26e édition. Bonjour à tous. Je vais rebondir sur les propos de Stéphane qui parle de fondamentaux. Dans une période qui est quand même une période un petit peu délicate vu les événements qui se passent, je pense qu'effectivement une profession comme la nôtre de CGP est une profession indispensable. Elle est indispensable pour plusieurs raisons. D'abord pour les valeurs humaines que nous essayons de protéger, de défendre. Elle est indispensable parce que je pense que les gens sont effectivement dans une situation où ils sont perdus avec toute cette réglementation, fiscalité et autres changements qui vont s'opérer. Et plus que jamais, je pense que Patrimonia est non seulement incontournable, mais je pense aussi, alors c'est pour casser un petit peu, je dirais, le côté parisien des choses, parce que les Parisiens ont la chance effectivement de pouvoir bénéficier de tous les partenaires sur place, et pour nous qui sommes à l'extérieur, le fait que ça soit à Lyon, c'est une très bonne chose. Alors je ne vais pas parler du Sud-Ouest, mais je dis que le fait que ça soit à l'extérieur, c'est une très, très bonne chose, et je suis convaincu que Patrimonia a un très bel avenir. Bonjour à tous. Alors Patrimonia à 25 ans, ça nous ramène à 1994. C'est une période où beaucoup de CGP se sont installés, où le métier s'est développé. Et c'est à Patrimonia que la plupart d'entre nous ont créé leur réseau professionnel. Alors souvent au sein même du salon, mais aussi parfois lors de soirées dont j'ai moi-même aujourd'hui peu de souvenirs, tant elle fut joyeuse et professionnelle dans leur organisation. J'ai l'habitude de dire que si le docteur est le médecin du corps, le CGP est le médecin du portefeuille. Alors, en bon médecin, nous avons besoin de médicaments pour soigner les maux de nos clients. Et des grands labos aux biotech, c'est dans notre métier, à Patrimonia, qu'on les trouve. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci messieurs, je vous laisse regagner votre place. J'ai encore 2-3 mots à vous dire.
Donc depuis 25 ans, je le disais, Patrimonia est là pour vous former, vous informer et vous inspirer. Et c'est donc dans cette édition qui s'ouvre à l'aube de la deuxième décennie, une année 2020 qui débute dans un climat incertain, que nous nous poserons cette année sur la conférence la question de l'année 2020 sera-t-elle l'année d'une nouvelle crise financière? Nous aurons cette question qui fera débat et qui sera animée dans la conférence qui débutera dans quelques instants. Je voulais aussi vous rappeler que le monde change, que la société et les clients aussi. Et donc cet après-midi, nos intervenants décrypteront les évolutions socio-démographiques et leurs impacts sur votre métier. Demain matin, nous ferons un focus sur un secteur phare de votre activité, l'immobilier, où les nouvelles technologies font vraiment bouger les lignes. On vous y parlera de BIM, de crowdfunding, de blockchain, des sujets qui feront partie demain de votre quotidien. Et puis enfin, demain après-midi, nous clôturerons cette édition avec le sujet phare de cette fin d'année, la loi Pacte et les nouvelles mesures en matière d'épargne retraite et salariale. J'ai donc ainsi l'honneur de laisser la parole à notre ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui a souhaité aujourd'hui s'adresser à vous. Et je vous souhaite, en attendant à tous, une très belle convention et un joyeux anniversaire Patrimonia. Bonjour à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui à Lyon, mais je voulais vous remercier pour tous les conseils que nous avez donnés dans le cadre de la préparation de la loi Pacte et surtout de l'effort que vous allez faire dans les mois et les années à venir pour développer l'épargne retraite dans notre pays. L'épargne retraite aujourd'hui en France, c'est environ 200 milliards d'euros. Ce n'est pas grand-chose comparé aux 1600 milliards d'euros d'assurance vie. Ce que je souhaite, c'est que nous puissions développer dans les années à venir cette épargne retraite en passant de 200 milliards d'euros à 300 milliards d'euros dans les années à venir. Et cela dépend beaucoup de vous, de votre capacité à placer nos nouveaux produits d'épargne retraite que nous avons créés avec la loi Pacte. Qu'est-ce que nous avons voulu faire avec la loi Pacte? Avoir un seul produit d'épargne retraite qui soit simple, qui soit avantageux pour les Français et qui soit le plus souple possible. Simple parce qu'au lieu des 10, 12, 15 produits d'épargne retraite qui existent aujourd'hui, il n'y aura plus qu'un seul modèle d'épargne retraite qui sera disponible pour tous les Français avec un souci de justice et un souci d'équité. Simple également parce que ce produit d'épargne retraite sera portable quand vous changez d'emploi. Je pense que c'est un point qu'il faut expliquer à tous les salariés français. S'ils ouvrent un produit d'épargne retraite dans une entreprise à 25 ou à 30 ans, qu'ils changent d'entreprise à 35 ou à 40 ans, eh bien, ils garderont le même produit d'épargne retraite. Il sera portable sans aucune complexité. Avantageux fiscalement, c'est aussi un point qui était très important à mes yeux. Toutes les sommes qui auront été placées volontairement par le salarié sur ce plan d'épargne retraite pourront être déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu. C'est un avantage fiscal très important que nous accordons à ces plans d'épargne retraite et c'est un avantage fiscal qu'il faut évidemment mettre en avant auprès des salariés qui pourraient être intéressés. Enfin, un produit qui soit souple, parce que je n'ai pas voulu que l'on fixe des règles trop compliquées ou trop contraignantes pour les salariés. Ceux qui auront souscrit un plan d'épargne retraite pourront donc librement, sur les sommes volontaires, les débloquer tout au long de leur vie. S'ils veulent acheter par exemple une résidence principale, ils auraient besoin d'un apport en capital, et bien ils pourront apporter le capital nécessaire. Et au moment de liquider ce produit, ils pourront choisir, toujours sur les sommes volontaires, entre le liquider en rente ou le liquider en capital. Ils auront cette liberté de choix parce que moi je fais confiance aux épargnants français pour faire le bon choix au moment où ils partiront à la retraite en fonction de leur situation financière personnelle. Donc voilà les quelques éléments que je voulais vous présenter. La loi a été votée, ce produit d'épargne retraite simple, souple, avantageux est désormais disponible, mais son succès dépendra entièrement de vous. Il dépendra de votre mobilisation, il dépendra de votre capacité à expliquer aux Français et aux salariés à quel point cela peut être un complément avantageux et intéressant pour leur retraite, tout en leur laissant, une fois encore, une liberté de choix totale au moment de partir à la retraite. Merci une fois encore pour vos conseils
Et merci surtout pour le soutien que vous nous apporterez dans les années qui viennent. Merci Bruno Le Maire pour cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous. Ce matin, Blandine le disait, on va parler crise ce matin ensemble, puisque 11 ans après la faillite de Lehman Brothers, eh bien, l'éclatement d'une nouvelle crise financière mondiale semble imminent pour certains. Et l'économiste Nouriel Roubini, rappelez-vous, l'américain Nouriel Roubini, qui est reconnu pour avoir annoncé le krach de 2008, eh bien, prévoit même qu'elle éclaterait dès l'année prochaine. Alors comment en est-on arrivé là? Quelles sont les causes de cette possible crise? Et surtout, pourquoi ne pas avoir suffisamment tiré les conséquences de celle de 2008? C'est ce dont on va parler ce matin avec trois intervenants qui sont à mes côtés. Patrick Artus, d'abord, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Natixis et auteur de l'essai Discipliner la finance qui vient de paraître chez Odile Jacob. À votre gauche, Christophe Barrault, bonjour. Bonjour. Chef économiste chez Market Securities. Et vous avez été élu meilleur prévisionniste du monde par Bloomberg sur les zones États-Unis, Eurozone et Chine. Et enfin, Pierre Verluise, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique et fondateur du site diploweb.com. Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que cette conférence va être un peu interactive puisque nous attendons vos questions. Vous pouvez les poser. Regardez, il y a une slide qui va s'afficher derrière moi. Vous pourrez poser toutes vos questions pendant l'intégralité de cette conférence. Comment ça se passe? Il vous suffit d'entrer l'adresse web sur votre navigateur. Ce n'est pas une application, vous entrez simplement l'adresse web wizambly.com et ensuite vous entrez le mot-clé Patrimonia, ce qui va vous permettre de poser votre question. Et la deuxième option, c'est d'envoyer un SMS et vous citez juste le mot Patrimonia au début de votre SMS. Alors avant de parler d'une quelconque crise, je crois qu'il faut largement camper le décor. Question à tous les trois, quelle est votre analyse du contexte à la fois géopolitique et macroéconomique aujourd'hui? Christophe. Alors, c'est une période assez intéressante où le doute en fait est omniprésent partout. On est clairement dans une phase où, si on regarde en fait les indices de référence qui mesurent l'incertitude en termes de politique économique mondiale, on est au plus haut historique en fait. Donc c'est une période sans précédent. C'est vraiment un contexte où on a eu une montée en puissance de cette incertitude depuis maintenant la mi-2018, donc au moment où la guerre commerciale menée par les États-Unis est, voilà, pareil, montée en puissance. La vraie problématique, c'est que ça s'est inscrit à un moment plutôt inopportun. Dans le même temps, vous aviez un ralentissement très marqué de la demande mondiale qui résulte de deux phénomènes, à savoir une politique restrictive de la Réserve fédérale américaine. Donc pour rappel, 4 hausses de taux en 2018, le bilan de la Banque centrale réduit de 400 milliards de dollars, et aussi une politique restrictive de la part de la Banque centrale chinoise sur une activité donc, qui est le shadow banking, donc toutes les activités financières non régulées. Donc ces trois paramètres ont conduit en fait à un ralentissement assez significatif de la croissance mondiale, puisque sur 2017, on était sur l'ordre de 3,8%, et cette année, on sera sur à peu près 3%. Donc voilà, un cadre où beaucoup d'incertitudes et une croissance mondiale qui est vouée à ralentir déjà. On a retenu le doute. Patrick Artus, est-ce que c'est un avis que vous partagez? Oui, il faut savoir où placer le doute. La difficulté, c'est qu'il y a des incertitudes qui sont objectives et d'autres qui sont plutôt subjectives. Au stade où nous en sommes aujourd'hui, les droits de douane de Trump n'ont aucun effet sur l'économie mondiale. Objectivement, c'est 100 milliards de dollars, ça fait 0,1% du commerce mondial, ça ne peut avoir aucun effet. Et on oublie finalement ce qui est le vrai sujet. Qu'est-ce qui fait le ralentissement économique aujourd'hui? C'est une crise industrielle globale qui est liée à un phénomène que je trouve qui est extrêmement profond et qu'on regarde assez peu, qui est que le monde devient une économie de services. Et ceci déstabilise totalement les pays qui étaient essentiellement des économies industrielles. Qui souffrent aujourd'hui? La Chine, l'Allemagne, la Corée, les pays qui ont de grosses industries, et même plutôt de grosses industries d'avant, du passé. Si vous faites des voitures diesel, de la chimie et des biens d'équipement pour l'industrie, vous n'êtes pas bien. Donc ça s'appelle l'Allemagne. Donc la difficulté, si vous voulez, c'est de ramener le regard des investisseurs, pas vers ce qui est médiatique et peut-être totalement secondaire. Pour l'instant, je suis d'accord avec Christophe, si jamais Trump
se sent pas bien et met 100% de droits de douane sur les avions, évidemment, on va rentrer dans un autre monde. Mais aujourd'hui, les droits de douane de Trump, c'est très, très peu important. Et ce qui est important, c'est cette rupture de l'économie mondiale où toutes les économies, toutes les entreprises qui ont une grosse exposition à l'industrie vont être en récession. Et c'est ça le phénomène qu'il faut regarder de près. Pierre Verluise. Il y a des mots comme confiance, défiance, risque qui font partie de vos métiers, qui font aussi partie de l'analyse géopolitique. Qu'en est-il sous un angle géopolitique et stratégique? Monsieur Trump, quand il était candidat, a annoncé que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, créée en 1949 dans le contexte de la guerre froide, était obsolète. Ça a créé un stress. Devenu président en titre en janvier 2017, il est revenu un petit peu sur ces éléments. Ses conseillers ont envoyé des signaux plus rassurants, mais comme chacun sait, les adultes à la Maison-Blanche ne font que passer, généralement 6 mois à 1 an. Il y a donc un stress pour les pays européens, puisque 22 des 28 pays membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN et font donc confiance aux États-Unis, qui sont à la tête de l'OTAN pour assurer leur sécurité. Résultat, toutes ces déclarations de M. Trump sur l'obsolescence de l'OTAN ont créé une inquiétude, un stress, et les tentatives qui ont été faites côté européen pour inventer autre chose n'ont, pour l'heure, pas donné de véritables résultats. On est donc de ce côté-là, du côté stratégique, dans une inquiétude. Christophe Barrot, quel est votre regard, vous, sur cette politique protectionniste américaine? Est-ce que vous partagez le sentiment de Patrick Artus? Quel est son impact? Je pense qu'il y a 2 parties dans la guerre commerciale, l'impact direct et l'impact indirect. La réalité, c'est que si on prend le montant des tarifs, comme Patrick l'a dit, il est limité. Donc en fait, on peut se dire que l'impact réel, concret d'un tarif est lui aussi limité. La réalité, c'est que ça entraîne surtout une crise d'incertitude, parce que ce n'est pas tant les droits de douane le problème, mais c'est plutôt le caractère incertain et le fait que c'est quasiment impossible de prévoir ce que Donald Trump va faire à n'importe quel moment. Donc potentiellement augmenter les tarifs, les doubler, on ne sait jamais vraiment ce qu'il fait, il peut les décaler de 15 jours, etc. Et dans les faits, ça pèse énormément en fait, sur les anticipations faites des entreprises, ça pèse aussi sur les décisions d'investissement. Petite statistique intéressante, c'est que vous avez eu un rapport donc, publié au 3e trimestre qui est le sondage sur les CFO, donc, réalisé aux États-Unis. Et aujourd'hui, ils vous disent que c'est un monde particulièrement incertain et ils sont amenés à anticiper une récession l'année prochaine. Donc vous avez, je crois, 53% qui l'anticipent pour le T3, 67% pour le T4. Donc vous avez ce climat qui est en fait anxiogène et cette incertitude permanente qui pénalise de plus en plus les entreprises. Et si on regarde en fait les chiffres sur la production industrielle aujourd'hui mondiale, on regarde ce qui s'est passé au 2e trimestre, vous avez une contraction à l'échelon mondial de la production industrielle. Donc l'impact, je pense qu'il est plus indirect et via le canal de l'incertitude sur les prises de décision d'investissement des entreprises. En un mot, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, vous la voyez prendre quelle tournure dans les semaines qui viennent? Alors, en un mot. Moi, depuis le départ, je pense qu'on va avoir un accord partiel, donc qui, on pourrait détailler le deal, mais l'idée vraiment, je le détaillerai par la suite, c'est qu'à un moment, en amont des élections donc, de novembre 2020, les États-Unis vont adopter une politique qui sera un peu moins agressive dans le but de ne pas avoir de couac économique la dernière année de son premier mandat. Patrick Artus, il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi le UK. Quelles pourraient être les conséquences économiques et financières de ce Brexit dur voulu par Boris Johnson, le fameux? Je crois qu'on a le droit de se dire qu'on n'est pas d'accord. Mais j'ai bien compris que vous n'étiez pas d'accord du tout, tous les deux. Vous pouvez expliquer 90% du ralentissement du commerce mondial par l'évolution des importations de la Chine. Et les importations de la Chine reculent depuis 2014, c'est-à-dire bien avant que Trump soit président des États-Unis. Donc je ne crois absolument pas à l'explication par le commerce du ralentissement industriel. Le ralentissement industriel, c'est la désindustrialisation chinoise. Et ça n'a aucun rapport, je pense. Mais c'est vrai, Christophe a raison. Après, ça crée un climat d'incertitude. Mais dans la vraie vie, ce qui s'est passé,
c'est que les importations de la Chine, qui augmentaient de 15% par an, diminuent aujourd'hui. Alors, je réponds à votre question. Ça me permet de faire un point qui est très central pour expliquer pourquoi Boris Johnson ne comprend rien à l'économie, qui est que, enfin, c'est une évidence, mais on voit une évolution très intéressante et très importante dans l'économie mondiale, qui est le retour de chaînes de valeur mondiales à des chaînes de valeur régionales. Les grandes entreprises qui s'organisaient sur une base mondiale pour produire, aujourd'hui s'organisent sur une base régionale. Et donc, vous ne pouvez plus produire dans un pays pour exporter très loin. Ce modèle-là, c'est le modèle des années 90-2000, il est en train de repartir dans l'autre sens. Et aujourd'hui, on va produire au voisinage des acheteurs des biens. Ce qui veut dire que si vous êtes allemand ou anglais, vous avez un marché qui est le marché européen. Et si vous voulez vendre aux Chinois, vous allez aller fabriquer en Chine. Quand on vend des Rafales aux Indiens, on les fait en Inde, on ne les fait pas à Bordeaux. Et donc, le seul espoir de l'Angleterre, du Royaume-Uni, c'est l'intégration dans le marché économique européen, dans une union économique européenne. Et ça, ils ne le comprennent pas. Cette vision qu'on va remplacer l'Europe par la Nouvelle-Zélande, vous voyez, c'est un truc totalement délirant, quoi. En plus, ils ne savent pas qu'ils sont haïs dans tout le Commonwealth. Enfin, ça après un point secondaire. Donc voilà, donc ça manifeste une incompréhension absolue d'un grave problème, qui vaut pour l'Allemagne aussi. La croissance allemande, elle ne va plus pouvoir être tirée par l'Asie. Il faudra qu'elle dépende de la croissance de l'Europe. Et les Anglais brexiteurs n'ont pas compris ça. Pierre Verluy, je reviens vers vous, parce que si on fait un tour d'horizon, si on veut essayer de faire un tour d'horizon complet, il nous faut parler de la Russie également. Oui, la Russie, c'est un vaste sujet. 17 millions de kilomètres carrés, une superficie très supérieure à celle de la France et même de l'Union européenne, qui est à peine de 4 millions de kilomètres carrés. La Russie, c'est aussi un fantasme, c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'en parler. La Russie post-soviétique est sortie 2 fois de ses frontières, en 2008 en Géorgie, en 2014 en Ukraine, et cette sortie des frontières russes depuis pèse sur la nature et la qualité des relations entre la Russie, l'Union européenne, les États-Unis, parce qu'il y a eu un certain nombre de sanctions. Sanctions qui n'ont pas fait énormément d'effets, mais le conflit a quand même fait 13 000 morts. 13 000 morts en Ukraine depuis 2014. Alors il y a une inquiétude. Jamais 203, dit-on. Autrement dit, est-ce qu'après la Géorgie, après l'Ukraine, il y aura une 3e sortie des frontières de la Russie? Personne n'en sait rien. Il y a d'autres manières de peser sur le jeu. Les Russes, comme chacun sait, sont de grands intellectuels pour certains, très compétents, notamment dans les domaines scientifiques et informatiques, et on s'inquiète des attaques cyber de la Russie. La ministre des Armées, Madame Florence Parly, a eu récemment une phrase où elle laissait entendre que les satellites français avaient été approchés d'un peu près par des satellites russes. Il y a donc un certain nombre d'inquiétudes, notamment sur le jeu possible de la Russie sur les processus électoraux au sein de l'Union européenne, et le Parlement européen sur ce sujet a été assez actif. Néanmoins, je termine par une bonne nouvelle, c'est que les participants aux élections pour le Parlement européen de mai dernier ont été à la hausse et que pour la première fois depuis longtemps, la participation a augmenté. Patrick Artus, je reviens vers vous. On va commencer à resserrer sur le sujet qui nous intéresse, à savoir cette potentielle crise financière. Comment est-ce que vous évaluez la place des marchés financiers dans notre économie aujourd'hui? Et de quelle manière est-ce que ces marchés financiers impactent ou non l'économie réelle? Oui, quand on regarde la taille de la finance, on est impressionné. Alors, qu'est-ce que c'est la finance? On peut la définir, alors mondialement, comme l'ensemble des marchés de financement, donc c'est les actions, le crédit, les obligations, etc. La finance mondiale, ça fait à peu près 500 000 milliards de dollars, donc ça fait 5 années, un peu plus de 5 années du PIB mondial. Et ça continue à grandir. Ça ne grandit pas aux mêmes endroits qu'avant la crise. Avant la crise, qui grandissait, c'était les banques dans les pays de l'OCDE. Les banques dans les pays de l'OCDE maigrissent. Ce qui grandit, c'est les dettes publiques, les dettes des émergents, les dettes de la Chine. Donc c'est pas la même source, mais la finance continue à grandir. Je crois que ce qui est très important de comprendre quand on fait des prévisions, c'est que l'économie réelle peut générer des cycles. À un certain moment, on a trop acheté de logements, les entreprises ont trop investi, donc on a moins d'achats de logements et moins d'investissement des entreprises. C'est des cycles, on connaît ça depuis 100 ans, mais ce n'est pas des crises.
Les crises, c'est les crises de la finance. Et plus précisément, les crises de la finance, ce sont des moments où un groupe important de personnes endettées devient insolvable. C'est ça qui fait toutes les crises depuis 30 ans. En 2000, c'est les entreprises avec la correction du marché des actions. En 2007-2008, c'est les ménages américains sur leur crédit immobilier. En 2010, c'est les pays périphériques de la zone euro. En 2014, c'est les pays émergents, etc., etc. Donc, il faut faire une distinction assez importante entre cycle et récession et crise, quoi. Donc, on en débattra après. Il faut se demander aujourd'hui s'il est plausible qu'un groupe important d'emprunteurs soit insolvable. Et quand un groupe important d'emprunteurs devient insolvable, il coupe sa dépense, et là, on a une vraie crise avec une croissance négative, etc. Donc, c'est ça, voilà. Donc, c'est la finance, c'est... d'abord, c'est très gros, on y reviendra, et ensuite, c'est la source, non pas des cycles, mais des récessions. Ce qui est très intéressant aussi, et je finis là-dessus, c'est quand on regarde le passé, la finance était beaucoup plus petite il y a 30 ans. Elle n'avait pas ce rôle. Donc les oscillations de croissance du passé étaient très largement dues à des mécanismes de l'économie réelle elle-même. Et aujourd'hui, évidemment, les grands chocs sont dus à la finance. Donc on a un changement. Et dans le passé, c'était l'économie réelle qui causait les chocs financiers. Aujourd'hui, c'est dans l'autre sens. Ce sont les chocs financiers, et ça se voit très bien dans les chiffres quand vous l'analysez, ce sont les chocs financiers qui créent les chocs de l'économie réelle. Christophe Barrot, comment est-ce que vous la voyez l'année 2020 qui s'annonce? Quelles sont les perspectives pour la France et puis à un niveau plus mondial? Alors avant de rentrer dans le détail de la prévision, en fait, il est important de comprendre en fait ce qu'est une prévision et ce qu'il faut regarder en fait dans les prévisions des économistes, des banques centrales, etc. Ce qui est important, c'est pas tant le chiffre qui est projeté, parce que les banques centrales, les gros organismes n'ont pas vocation à annoncer une récession chiffrée. En revanche, ce qui est toujours pertinent, c'est plus les risques associés et comment sont orientés ces risques. Si aujourd'hui vous mettez en place des modèles de prévision basés sur la perception des risques des banques centrales, ils sont bien plus efficaces que le chiffre en lui-même. Donc concrètement, alors il faut regarder la prévision pour l'année prochaine. Moi j'estime qu'à un niveau mondial, on aura une croissance qui va franchir en baisse la barre des 3%, ce sera vraisemblablement autour des 2,8%. Le principal symptôme de ce ralentissement global, toujours synchronisé, c'est la Chine, qui verra sa croissance mondiale baisser sous le seuil des 6%, donc la première fois depuis 1990. Côté européen, toujours une croissance molle, vraisemblablement autour des 1%, avec des économies qui, basées sur la consommation des ménages comme la France, vont peut-être surperformer ce chiffre de 1%. Et à l'inverse, des économies basées plus sur les échanges mondiaux qui vont sous-performer ce chiffre de 1%, à l'image de l'Allemagne. Maintenant, dans cette prévision-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est les risques. Et les risques, ils sont clairement orientés vers un ralentissement beaucoup plus marqué et beaucoup plus long qu'on peut le prévoir aujourd'hui, en raison de tout un tas de facteurs. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais il y a quelques points à regarder d'ici la fin de l'année. Le premier, c'est la semaine prochaine et le verdict en fait, de l'OMC sur les subventions européennes à Airbus. Comme Patrick l'a dit, on pourra avoir des droits de douane faramineux sur le constructeur. Et derrière, l'Europe qui met en place des mesures de représailles. Vous avez ensuite, le 31 octobre, la question du hard Brexit, donc on a évoqué précédemment. Vous avez potentiellement aussi la question de tarifs automobiles, donc de l'administration Trump sur l'ensemble des constructeurs mondiaux, dont l'Europe. Et enfin, fin d'année, vous allez avoir, donc, quelque part, on saura le verdict à court terme du conflit sino-américain. Et est-ce qu'on a la dernière vague de droits de douane américains qui couvriront l'ensemble des biens chinois? Merci beaucoup. Et l'Europe dans tout ça, Pierre Verluise, si on l'isole, est-ce que, selon vous, on est à un moment un peu charnière de l'histoire de l'Europe? Oui, parce que les alliés américains sont devenus des alliés incertains. Si demain la Russie vient à mettre un pied dans les pays baltes, qu'est-ce qui se passe? C'est très nouveau pour l'Europe, cette situation, finalement. C'est assez original, puisqu'on se pose la question de savoir si ce qu'on appelle l'article 5 sera activé, c'est-à-dire la solidarité entre États membres de l'OTAN, dont 22 sont membres de l'Union européenne. Sous l'angle commercial, les États-Unis sont devenus agressifs, y compris avec l'Union européenne. Et puis il y a un élément dont on parle peu, mais qui est extrêmement important, c'est qu'on a beau être alliés, l'espionnage entre nous, alliés, est plus dynamique qu'il ne l'a été depuis longtemps. Autrement dit, les États-Unis font de l'espionnage en France et dans l'Union européenne, les États membres de l'UE s'espionnent entre eux, notamment sur des secteurs comme la santé, la pharmacie,
qui sont, compte tenu de l'évolution démographique mondiale, le vieillissement, extrêmement porteurs. Outre cette incertitude sur les États-Unis, il y a l'incertitude sur la Russie. La Russie, contrairement à nous qui sommes ramollis par les 30 Glorieuses, a une culture du rapport de force. Les Russes sont très à l'aise dans le rapport de force. Ils disposent, contrairement à nous qui avons l'œil sur les prochaines élections municipales, du temps. M. Poutine est au pouvoir depuis 20 ans. Alors, bien sûr, il ne fera pas encore 20 ans, mais enfin, il a une certaine lisibilité et on prépare déjà la suite avec ou sans M. Poutine. Il dispose aussi de l'espace géographique, de la profondeur. Il dispose ici même de réseaux d'influence, Russia Today, devenu RT, Sputnik, qui, vous le savez, ont été extrêmement bien perçus par les Gilets jaunes, qui nous ont occupés quand même pendant quelques mois, puisque l'actualité des Gilets jaunes, leur perception de la relation à l'exécutif a été abondamment répercutée par Sputnik et RT. Quant à l'UE, elle est profondément déstabilisée depuis longtemps déjà, à vrai dire, par le Brexit. L'annonce, la promesse d'un Brexit remonte à 2013. Celui-ci est engagé par un référendum depuis 2016. Et finalement, ça envoie au monde, qui regarde ça avec un petit sourire sarcastique mélangé à de l'inquiétude, ça envoie l'idée que l'UE n'est plus aussi attractive qu'elle l'était et qu'elle devient au moins pour le Royaume-Uni répulsive. Ça conduit à une dépense d'énergie folle, une énergie politique folle. Si on avait utilisé l'énergie que la Commission européenne, l'Union européenne, les pays membres, les entreprises ont dépensé pour penser le Brexit à quelque chose de plus positif, on aurait considérablement progressé. J'en termine en disant que l'UE n'est pas seulement répulsive, elle est aussi attractive, puisqu'il y a 7 pays candidats, dont la Turquie et des pays des Balkans occidentaux. Je doute beaucoup que la candidature de la Turquie avance à courte échéance, parce que depuis 2010, la Turquie tourne les dos à l'Union européenne. En revanche, on peut se demander si la Commission européenne, pour prouver que post-Brexit, si jamais il y a lieu, l'UE reste attractive, pourquoi ne pas faire rentrer 1, 2 ou 3 pays des Balkans occidentaux? Et si oui, lesquels? La question est ouverte. Merci Pierre Verluy. Alors on a fait un joli tour des raisons. On a encore peu parlé du niveau d'endettement des pays et c'est bien ce niveau d'endettement accru qui, comme je le disais en introduction, laisse présager une possible crise financière 10 ans après celle de 2008. Certains parlent de tsunami financier, d'autres de big one. Est-ce que c'est une vision que vous partagez, Patrick Artus? Est-ce que cette crise, elle est inéluctable? On va garder un peu de suspense sur... non, on l'a déjà gardé suffisamment longtemps, là. On a encore un peu de temps, donc sur la date et l'heure. Mais non, je reviens sur mon point. Enfin, je veux dire, c'est pas sérieux d'annoncer une crise financière à court terme. Tant que les taux d'intérêt sont de 0 ou négatifs ou très légèrement positifs comme aux États-Unis, il ne peut pas y avoir de crise financière. Tout le monde est solvable. L'État japonais a une dette publique qui fait 240% du PIB, enfin presque. Il s'endette à moins 0,3% pour un taux à 10 ans. Ce qui veut dire que plus il s'endette, plus il est solvable, hein, et plus il réduit son déficit public. Donc on est dans une situation qui est d'ailleurs un point quand même qui vous intéresse dans vos métiers. Cette situation est extravagante. Hein. Les taux d'intérêt sont, y compris en mettant des primes de risque, plus faibles que les taux de croissance. Donc la valeur de tout devrait être de plus l'infini. Hein, quand vous calculez la somme actualisée des dividendes futurs, ça fait plus l'infini, puisque les dividendes croissent plus vite que les taux d'intérêt. Pareil pour l'immobilier. Donc tout vaut plus l'infini dans ce monde-là, hein, ce qui est un truc quand même assez particulier. Et dans ce monde-là, plus on est endetté, plus on va bien, puisqu'on s'endette à taux négatif. Donc, tant qu'on est là, donc ça me permet de reformuler différemment votre question pour finir. La bonne question, c'est pas est-ce qu'il va y avoir une crise financière, c'est qu'est-ce qui pourrait faire que les taux d'intérêt remontent. C'était la question qui arrivait derrière. Elle était prévue. Elle va arriver. Non, mais voilà, c'est ça la bonne question. Pour l'instant, c'est contenu, mais ces taux, ils vont bien finir par remonter. Pourquoi remonteraient-ils? Et s'ils remontent, c'est une spirale infernale. On répond tout de suite à ça, oui. Non, mais alors, les taux d'intérêt très bas. Alors, il y a juste, avant de répondre, peut-être qu'on répondra tout à l'heure, mais il y a un débat extrêmement important chez les économistes qui est pourquoi les taux d'intérêt sont-ils nuls, hein, ou négatifs? Et il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui disent qu'il y a trop d'épargne dans le monde.
Donc comme il y a trop d'épargne, ça fait, par rapport aux besoins d'investissement, ça fait baisser les taux. Quelqu'un comme Larry Summers, que vous connaissez peut-être, défend cette thèse. Et puis il y a la thèse de ceux qui disent non, c'est pas ça, c'est les banques centrales, c'est juste parce que les taux d'intérêt des banques centrales sont très bas. Les études empiriques ont l'air de dire que ce sont les banques centrales, que ça domine largement l'effet d'épargne. Et donc, la bonne question, en poussant encore le bouchon un cran plus loin, c'est à quel moment les banques centrales vont-elles commencer à normaliser leur politique monétaire, puisque si c'est ça, et pas l'épargne qui fait des taux d'intérêt très bas. Donc je repose ma question, qu'est-ce qui ferait que ça puisse déraper dans les mois qui viennent? Alors on voit bien que c'est l'inflation. Je veux dire, donc là, on peut encore pousser un cran le truc, on avance. La question centrale, c'est est-ce qu'il y a un risque que l'inflation revienne? L'inflation de la zone euro, quand vous enlevez l'énergie, et en enlevant les petits bruits, elle est de 1% depuis 2012. L'inflation des États-Unis, en enlevant l'énergie, elle est de 1,5% depuis 2008. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas d'inflation. Les banques centrales commencent à admettre d'ailleurs que l'inflation ne reviendra pas. Jackson Hole, Jay Powell, était assez clair qu'il a dit on est obligé d'admettre que l'inflation ne revient pas. Regardez les dernières prévisions de la BCE, ils commencent à admettre doucement que l'inflation ne revient pas. On sait d'ailleurs pourquoi. C'est le marché du travail, quoi, assez largement. Et donc la question, c'est est-ce qu'à un certain moment dans le futur, les banques centrales devront réagir à une remontée de l'inflation? Et donc ça ouvre deux sous-questions. Je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il y a peut-être qu'il y a du suspense, mais ça ouvre deux sous-questions qui sont est-ce que les marchés du travail vont continuer à marcher de la façon dont ils marchent aujourd'hui, c'est-à-dire sans hausse de salaire même quand on est au plein emploi? Et pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on n'a pas de hausse de salaire quand on est au plein emploi, ce qui est quand même un truc très étonnant? Et deux, est-ce que le pétrole pourrait devenir beaucoup plus cher? Parce que depuis 40 ans, l'inflation, ça a été les salaires ou le pétrole, quoi. Donc c'est les deux questions, c'est la question du fonctionnement du marché du travail et la question du pétrole. Il y a beaucoup de questions, de sous-questions et de sous-sous-questions. Si on veut être assez clair et droit au but, qu'est-ce qui peut se passer en 2020 ? Selon vous 2020, rien. 2020, rien. Non, les taux d'intérêt vont baisser. Encore baisser. Non, la première échéance... Donc les États vont continuer à s'endetter. Oui, parce que les marchés financiers anticipent que les banques centrales vont baisser les taux. Les banques centrales n'ont pas envie de trop déplaire aux marchés financiers dans une configuration où la croissance ralentit. Donc probablement, les banques centrales vont continuer à baisser les taux. Les marchés financiers attendent que la BCE baisse encore de 20 points de base, que la Réserve fédérale baisse encore 75 points de base. Ils ne vont peut-être pas faire tout ça, mais ils vont... Non, la première échéance, c'est l'élection américaine. Donc lisez le programme d'Elizabeth Warren, et vous voyez que, 1, on double le salaire minimum, et 2, on met des restrictions à la production de pétrole de schiste. Si vous faites ces deux choses-là, vous faites revenir l'inflation aux États-Unis, donc vous faites remonter les taux américains. Si vous faites remonter les taux américains, les taux européens remonteront par corrélation. Donc la première échéance, c'est 2021, quoi. C'est si un président démocrate de gauche est élu aux États-Unis. Et 2020, très probablement, les taux d'intérêt seront encore plus bas qu'aujourd'hui. Christophe Barrot, est-ce que vous partagez cette analyse? Il ne se passera rien l'année prochaine? Alors rien, je ne sais pas, mais je partage beaucoup l'analyse de Patrick. Après, pour revenir sur certains détails, je dirais qu'il y a deux caractéristiques. Donc, la politique monétaire, on sait très bien qu'elle va rester ou sera encore plus accommodante, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis et même ailleurs. Mais au-delà des baisses de taux d'intérêt, à mon avis, un des événements marquants déjà de cette année, c'est qu'au deuxième semestre, on a le bilan consolidé des banques centrales des pays développés qui s'est remis à croître. Donc il n'y aura pas simplement des baisses de taux, mais aussi une politique monétaire accommodante, une poursuite des rachats d'actifs un peu partout. L'autre point, c'est que, comme je disais en introduction, on est sur des niveaux d'incertitude extrêmement élevés. Tous les officiels de chaque pays sont en alerte aujourd'hui. Donc si ça va un peu plus mal, on peut avoir une réaction aussi qui sera fiscale. La Chine vous parle de plans de dépenses dans les infrastructures. Si on regarde l'Europe et on prend le cas de l'Allemagne vous dit « je ferai peut-être un stimulus si ça va beaucoup plus mal ». Donc, traduction, si l'économie mondiale va un peu plus mal, il y aura un effet de seuil. C'est-à-dire qu'il y aura, à mon avis, une intervention fiscale. Alors après, plus ou moins proportionnée selon les pays, mais ça reste le cas. Et ensuite, sur le volet, à mon avis, incertitude mondiale et guerre commerciale, moi, je reste convaincu que les États-Unis vont entrer dans une phase de normalisation, essentiellement parce que le bilan de Donald Trump aujourd'hui, il est bon parce qu'économiquement, voilà, on a un taux de chômage qui a baissé, la croissance est élevée. Donc pourquoi aller risquer de saboter le point fort de son mandat ?
Et je donnerai une petite statistique, c'est que si on regarde ce qui s'est passé sur les 50 dernières années aux États-Unis, il y a un seul président qui a connu une récession lors de la dernière année de son premier mandat, c'est Jimmy Carter, c'était en 1980, et ce n'était pas de son fait, c'était une hausse des prix du pétrole due à l'Iran. Donc généralement, une administration, telle qu'elle soit, dans la dernière année d'un mandat, va tout faire pour qu'économiquement, ça se passe bien, d'autant plus, comme je l'ai dit, c'est vraiment, je dirais, le point fort de son mandat aujourd'hui. Donc pour toutes ces raisons, voilà, un ralentissement mondial synchronisé, peut-être plus marqué que ne l'ont anticipé les gens aujourd'hui, mais pas de crise d'un point de vue économique. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que vous diriez que l'économie mondiale elle est plus vulnérable aujourd'hui qu'en 2008 ? Oui ou non ? Alors je dirais pour moi oui, au moment où on se parle pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'estime que les potentiels de croissance de long terme des économies ont été revus en baisse. Ce qui veut dire qu'en cas de stimulus, vous allez avoir une réaction qui sera peut-être moins positive qu'elle ne l'était avant. Ensuite, il y a la question du stimulus. Combien, pourquoi, qui, comment ? Aujourd'hui, si on regarde les différents pays, les États-Unis ne sont pas sur le point de faire une relance fiscale. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord entre démocrates et républicains, ce qui ne va pas arriver avant un moment. Sur la partie chinoise, où on a eu un stimulus gigantesque en 2008-2009, ils ont répété à plusieurs reprises que s'ils font un stimulus, ce ne sera pas du tout de cette ampleur-là. Donc déjà, sur le stimulus fiscal, ce sera moindre qu'en 2008-2009. Et ensuite, sur un plan monétaire, même si les banques centrales sont aujourd'hui à même d'intervenir, de soutenir l'activité, l'impact qu'elles peuvent avoir sera moindre qu'avant, parce qu'on est un petit peu, je dirais, à la fin de l'arsenal. On est plus proche de la fin que du début, du moins. Donc, ce qui fait que, comparativement à 2008-2009, la marge de manœuvre et la capacité de réponse des économies aujourd'hui est un peu moindre, à mon sens. Patrick Artus, on parle depuis le début de cette conférence de doute, d'incertitude. Vous laissez entendre qu'une crise pourrait intervenir en 2021. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas tiré les conséquences de la crise de 2008, selon vous ? Pourquoi est-ce que les mentalités n'ont pas suffisamment changé ? Et pourquoi le gonflement de la sphère financière a-t-il continué à progresser ? Oui, juste, je m'autorise à prendre 10 secondes pour continuer sur cette question. Je crois que c'est très important. Moi, je pense que l'économie mondiale est beaucoup moins fragile qu'en 2008, 2007. On a désendetté l'OCDE, les banques sont plus petites. Les États se sont quand même considérablement... Les États se sont quand même considérablement oui, mais les États, endettés. Les banques sont beaucoup plus solides, la dette privée est plus faible. La profitabilité des entreprises, qui était très basse en 2007, est très élevée. La profitabilité des entreprises, elle est élevée parce que les salaires sont bas et les taux d'intérêt sont bas, quoi. Donc on a des entreprises très profitables. Partout, elles autofinancent leurs investissements. Dans tous les pays, elles n'ont pas besoin de s'endetter pour investir, etc., etc. Donc on a une économie qui est beaucoup plus solide. Le point de Christophe est juste, mais c'est très intéressant parce que finalement, on a fabriqué une économie plus solide, mais si jamais quelque chose déraille, on ne saura pas le corriger, puisqu'on n'a pas de marge de manœuvre de politique économique. Donc vous pouvez le prendre dans un sens ou dans l'autre. Donc honnêtement, nos économies sont beaucoup plus robustes, mais elles n'ont pas de capacité de politique budgétaire ou monétaire à les soutenir si jamais ça tourne mal. Pourquoi les banques centrales, justement, elles ne sauront pas gérer ? Alors pour répondre maintenant à votre question, il y a deux questions. Qu'est-ce qu'on a ? On a quand même complètement changé. À nouveau, ce que je disais au début, l'expansion de la finance, c'est pas au même endroit qu'avant. Ce n'est plus la dette privée et les banques de l'OCDE. Et la crise de 2007-2008, c'est une crise de la dette privée et des banques de l'OCDE. Donc cette crise-là, elle ne peut pas se reproduire. Donc si on cherche une crise de la finance, il faut la chercher ailleurs. Alors il y a plein de pistes, mais à nouveau, on ne va pas rentrer dans plein de détails. Si ça vous intéresse, il y a un rapport du Financial Stability Board qui est extrêmement intéressant là-dessus. Et finalement, ils disent progressivement, finalement, il y a des choses un peu inquiétantes, mais enfin, il n'y a pas d'énormes dangers. Je pense que j'en reviens au point que nous avions il y a 5 minutes. Le vrai danger, c'est une remontée brutale des taux d'intérêt et son effet sur les dettes publiques de l'OCDE. La Chine, c'est un pays avec une capacité d'épargne énorme. Le gouvernement chinois a une capacité d'endettement colossale. Il peut sauver toutes ses banques s'il le faut. Il peut mettre plein d'argent dans l'économie s'il le faut. Donc la Chine, c'est un pays qui se... Et puis il y a des contrôles des capitaux, donc l'argent ne peut pas sortir, donc pas beaucoup. Donc, non, le vrai sujet, c'est qu'est-ce qui se passe si on passe brutalement de 0 à 4% de taux d'intérêt. Et ça, c'est un point intéressant pour tout l'auditoire, parce que ce qu'on aimerait tous, c'est que les taux d'intérêt remontent graduellement.
qu'on prenne 30 points de base par an pendant 10 ans, quoi. Donc dans 10 ans, on sera à 3, on sera pas mal, et puis ça aura été très bien parce que les actifs rapporteront plus, ça n'aura provoqué aucune crise. Quelle est la probabilité qu'on puisse remonter les taux d'intérêt de 30 points de base par an pendant 10 ans? Elle est très très faible. Il faudrait qu'on ait 10 ans de tranquillité économique complète. Donc pas de récession, pas de choc inflationniste. Et donc le vrai risque, c'est qu'au lieu d'avoir cette remontée graduelle et lente des taux que tout le monde souhaite avoir, on ait des taux d'intérêt qui aujourd'hui sont de plus en plus bas et tout d'un coup sautent et remontent brutalement. Et là, c'est mortel. Là, vous faites une crise bien pire que 2008. Parce que quand vous avez accumulé des portefeuilles de dette, d'obligations de crédit, qui sont tous maintenant à taux très bas, et que tout d'un coup, les taux montent vers le haut, aussi bien les emprunteurs que les investisseurs sont en très, très grande difficulté. Donc, je crois que voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a ce risque-là? Je pense qu'à nouveau, il y a une responsabilité majeure des banques centrales. Une espèce de consensus pour dire que les banques centrales ont fait un formidable travail après la crise, parce qu'elles ont sauvé les banques, puis elles ont sauvé les pays périphériques de la zone euro. Mais pourquoi est-ce qu'elles ont continué? Pourquoi est-ce qu'à partir de 2015, on commence le quantitative easing en Europe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a le même taux de chômage qu'en 2007, on baisse les taux d'intérêt? Donc le comportement des banques centrales est la source du danger. Ça nous fabrique cette longue période de taux nuls, avec l'énorme risque à nouveau que les taux montent brutalement vers le haut. Donc je pense que ce qu'on n'a pas corrigé depuis la crise, c'est l'inconscience des banquiers centraux. Mais alors, je reprends vos mots. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais sinon je partirai. La vraie question, puisque vous aimez bien employer ces mots, la vraie question, Patrick Artus, c'est est-ce que les banques centrales sauront gérer? Est-ce qu'elles ont une marge de manœuvre en cas de crise? La Réserve fédérale un tout petit peu, parce qu'ils sont à 2. La Réserve fédérale a été plus raisonnable. Elle a essayé de normaliser. Ils sont montés à 2,50, quoi. Mais vous voyez, les Européens ou les Japonais, évidemment, quand Draghi nous dit dans une de ses conférences de presse il y a 1 ou 2 mois, nous avons encore un nombre incroyable de choses dans la boîte à outils, c'est juste un mensonge, quoi. Je veux dire, dans la boîte à outils, il n'y a à peu près plus rien. Si vous réouvrez le quantitative easing, ce qu'ils vont normalement faire en novembre, vous allez faire acheter des obligations à la Banque centrale quand les taux d'intérêt allemands sont à moins 60 ou même... ça va faire quoi? Ça s'appelle la trappe à liquidité. Je veux dire, ça ne fera rien sur les taux. Vous baissez le taux de dépôt des banques de moins 40 à moins 50, mais ça ne fera rien. Enfin, je veux dire, donc ils sont au bout du rouleau, et c'est une honte, parce qu'on ne doit pas être au bout du rouleau en fin de période d'expansion. On doit avoir refabriqué des marges de manœuvre. Donc je pense que à nouveau, ce qui s'est fait après la crise était très bien, personne ne conteste ça. Mais pourquoi, en fin de période d'expansion, alors qu'on revient au bas historique des taux de chômage, continuer et amplifier cette politique? C'est totalement incompréhensible. Pierre Verluise, il y a d'autres sujets dont on n'a pas encore parlé. Je pense aux problèmes démographiques et par ricochet au ralentissement économique que ça peut induire. Il y a aussi les problèmes de R&D, d'innovation. Est-ce que ça pourrait être, ces facteurs-là, des déclencheurs d'une possible crise financière? Il est certain que sur le moyen terme, cela joue. Quels sont les fondamentaux de la puissance? Très rapidement, ce sont les hommes, les territoires et le désir de puissance. Concernant les hommes, il y a de manière relative, je le souligne, de manière relative, un effacement démographique de l'Union européenne. En effet, ce que j'appelle l'espace UE28, c'est-à-dire l'UE28 avant l'UE28, les pays qui aujourd'hui sont dans l'UE28 mais qui n'y étaient pas. En 1960, tous n'étaient pas dans l'espace UE28, mais si on considère cet espace-là, c'était 13,3% de la population mondiale. Aujourd'hui, l'UE28, Royaume-Uni inclus, c'est 6,9% de la population mondiale. Si le Brexit devient effectif, nous tomberions à 5,9% de la population mondiale. Parce que nous avons, pour certains, oublié ou plus envie de faire des enfants, cela veut dire que les projections démographiques à 2050, pour cette UE27 bis sans le Royaume-Uni, s'il venait à sortir, seraient en 2050, c'est-à-dire après-demain, aux alentours de 4 à 4,5% de la population mondiale. Alors il faut que vos enfants, et surtout vos petits-enfants, soient très 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 brillants pour arriver à redresser la situation. Outre la diminution du poids relatif, il y a un vieillissement de l'Union européenne. Et c'est là où on en vient à la question de la R&D. Bien sûr, on peut encore être très brillant à 58 ans, et à 60 ans, et à plus, on est tous d'accord.
Il n'en demeure pas moins qu'à 25 ans, on est un peu plus punchy souvent. Or, la pyramide des âges des chercheurs dans l'Union européenne vieillit, ce qui n'est pas très opportun. Les plus dynamiques, souvent, ont tendance bizarrement à traverser l'Atlantique, peut-être parce qu'ils ont de moins mauvaises conditions de travail, voire de meilleures conditions de travail. Enfin, les États, les entreprises de l'Union européenne n'investissent pas suffisamment en termes de R&D. En 2000, avec la main sur le cœur, les États membres de l'Union européenne ont dit « Nous n'investissons pas assez en R&D, nous sommes à peine 2% du PIB en investissement R&D, c'est promis. En 2010, nous serons à 3%. En 2010, on était toujours à peine à 2%. En 2010, on a dit c'est promis. Là, vraiment, c'est du sérieux, ça sera en 2020. En 2019, on n'est toujours pas à 3%, on est à peine à 2%, pour des tas de raisons. Or, être insuffisamment punchy dans la R&D, c'est être peu performant en termes d'innovation, en termes de compétitivité et en termes de balance commerciale notamment. Donc tout cela, ce n'est pas très pertinent. Sous l'angle économique, l'espace UE28, c'est-à-dire les pays aujourd'hui dans l'UE28 mais qui tous n'y étaient pas, en 1980, c'était 31% du PIB mondial. Aujourd'hui, nous sommes à environ 18% du PIB mondial. Vous retirez le Royaume-Uni qui représente 14% du PIB de l'UE, ce qui n'est pas rien, vous descendez d'un cran en une nuit. Donc oui, sous l'angle de ce qu'on peut appeler le poids relatif de l'Union européenne, on est orienté vers un effacement. Enfin, dernier paramètre, le désir. Je ne connais pas d'exemple de pays qui soit devenu une puissance portée par les autres. On aimerait tellement que vous deveniez puissant et que vous nous écrasiez. Je ne connais pas ça. En revanche, des pays qui ont eu un désir de puissance et ça a fini en catastrophe, on en a des milliers. L'Allemagne nazie, etc., etc. La construction de la puissance, quoi qu'il en soit, c'est le fruit d'un désir, c'est le fruit d'une stratégie. Est-ce que vous avez l'impression que les pays de l'Union européenne partagent un désir de puissance? Une fois, une anecdote, monsieur l'ambassadeur Anton Spilson, donc, ambassadeur des Pays-Bas en Chine, à l'occasion d'une conversation autour d'une tasse de thé, quand je lui disais « Et alors, monsieur l'ambassadeur, que pensez-vous du projet de l'Europe puissance ?» Et je me suis fait moucher poliment par monsieur l'ambassadeur me disant « Mais arrêtez de nous embêter avec ce sujet d'Europe puissance, vous Français. Pour nous, Hollandais, ça n'est pas un sujet. Ce qu'on veut, c'est faire du commerce et savoir qui va payer nos retraites. » Donc, quand on pense à l'Union européenne de demain, la grande question, c'est quelle puissance et avec qui? Merci Pierre Verluise. Patrick Artus, rapidement, parce qu'on a beaucoup de questions qui nous sont arrivées par le biais de Wisambly. Je voudrais qu'on prenne le temps d'y répondre. Vous avez écrit, comme je le disais en introduction, un ouvrage qui s'appelle « Discipliner la finance ». Alors, quelles sont les solutions que vous préconisez pour la discipliner, justement? Très vite, trois choses. Un, il y a ce que dans le jargon des économistes, on appelle le leaning against the wind. Il faut résister au vent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les politiques monétaires doivent devenir progressivement moins expansionnistes dans les périodes de croissance, même s'il n'y a pas d'inflation. Et ceci pour éviter l'excès d'endettement, la hausse des prix des actifs, les bulles, etc. Donc revenons à cette bonne pratique qui était d'avoir des politiques monétaires qui arrêtaient d'être expansionnistes quand ça va bien, pour éviter ce dont on parlait avant, c'est-à-dire de se retrouver avec des taux négatifs au moment où on aimerait pouvoir baisser les taux. Deuxièmement, il faut accepter l'idée, et même le FMI l'accepte, qu'un certain type de contrôle des capitaux internationaux a du sens. On laisse rentrer ou sortir des pays émergents des masses de capitaux qui sont en train de les déstabiliser totalement, parce qu'il y a une énorme liquidité qui peut se déplacer, et donc il faut faire ce qu'ont fait les Chinois, peut-être plus intelligemment que les Chinois, c'est-à-dire un certain nombre de restrictions à la circulation des capitaux. Et à nouveau, le FMI, on parlait du consensus de Washington, qui était un consensus basé absolument sur la libre circulation des capitaux. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Le FMI pense que certains types de restrictions au mouvement de capitaux internationaux a du sens. Puis troisièmement, il faut faire de la gestion active de portefeuille. La gestion passive, c'est quelque chose dont je pense que c'était quelque chose d'extraordinairement dangereux. On fabrique du mimétisme. Quand vous n'avez plus que des ETF et de la gestion passive, tout le monde achète tout vend le même jour. Donc vous fabriquez une énorme volatilité sur les marchés financiers qui n'a pas de sens et qui décourage tout le monde. Donc il faut revenir
à de la gestion active et pas à cette situation aujourd'hui où 60% des trades en actions sont faits par du trading à haute fréquence et le reste par des gérants d'ETF qui achètent ou vendent tous la même chose le même jour. Donc voilà, donc il faut refabriquer de vrais investisseurs pour réduire la volatilité de marché. Christophe Baron, on va essayer de terminer sur une note un peu positive. Quels sont les leviers, selon vous, pour retrouver le chemin d'une croissance durable en 2020 ? Alors, on pourrait dire la solution de facilité qui serait une relance fiscale des différents pays. Je pense que la vraie problématique en Europe, c'est les réformes structurelles. C'est quelque chose qu'on tend à éviter, c'est quelque chose qui est généralement coûteux, socialement, économiquement, que les autorités évitent parce que c'est synonyme de fin de mandat. Or, on s'aperçoit que les pays qui les ont appliqués, bon, souvent sous la contrainte, et dernièrement, vous avez par exemple la Grèce, le Portugal ou l'Irlande, cela produit des résultats extrêmement parlants. Je vais prendre juste une petite statistique que j'ai notée le mois dernier. C'est, si on regardait il y a 4 ans, en fait, un indice manufacturier donc, qui mesure en fait, les conditions dans les différents pays, le numéro 1 mondial, c'était l'Allemagne. Le dernier, c'était la Grèce. En août, c'était l'inverse. Donc on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une nécessité, à un moment donné, d'appliquer des mesures coûteuses, socialement, économiquement, qui peuvent relever les potentiels de croissance sur le long terme, chose qu'on a évité de faire les 10 dernières années. Donc je pense que ça, c'est impératif. Ensuite, ces mesures-là devront être encadrées d'un point de vue social, en prenant aussi en compte les contraintes d'écologie, etc. Mais il faut appliquer des réformes de fond. Donc c'est valable pour l'ensemble des pays européens, y compris la France. J'ai une dernière question pour vous, Patrick Artus. On en parlait ensemble juste avant le début de cette conférence. On ne peut pas terminer cette plénière sans parler de la crise climatique avec le sommet de l'ONU qui a lieu en ce moment à New York. Est-ce qu'une crise financière pourrait précipiter une crise climatique selon vous ? On va avoir besoin d'énormément d'argent pour la transition énergétique. Le monde investit cette année 300 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. Les estimations de ce qui serait nécessaire pour respecter le scénario à 2 degrés fin de siècle, c'est autour de 750 milliards de dollars. Donc il faut multiplier par 2,5 le montant investi dans le renouvelable. Pour ça, vous avez besoin de la finance. Vous avez besoin d'une finance même qui grandisse et qui sache canaliser des ressources vers ces investissements. Donc, il faut que la finance soit en bonne santé, quoi. Donc, une crise de la finance, probablement, retarderait encore le moment où on fera ces investissements nécessaires. Merci beaucoup. Alors, on va prendre quelques questions que vous nous avez envoyées. Il y en a énormément. Merci. Merci pour ces questions. La première, Pierre Verluy, je pense qu'elle est pour vous. Une crise financière, mais non une crise géopolitique, plus sûrement. Point d'interrogation. Oui, parce que le monde vient du chaos, retournera au chaos, et entre les deux, c'est le bazar, pour dire les choses poliment. Donc c'est l'ordre des choses que nous soyons dans le désordre. Ça n'est pas une surprise. Une des difficultés de l'approche géopolitique, c'est qu'au bout d'un moment, ça rend cynique, ce qui est une faute morale. Néanmoins, on a le droit d'être lucide. Donc oui, le monde est, contrairement à ce que pense l'Union européenne, le monde est conflictuel et restera conflictuel. Merci beaucoup. On se demande dans la salle comment vous interprétez les injections de liquidités de la Fed. Patrick Artus. J'ai regardé ça hier, c'est assez bizarre. En fait, ce qui se passe, c'est que les dépôts bancaires diminuent aux États-Unis. Et donc les banques sont confrontées à des sorties de dépôts qui, effectivement, leur donnent un besoin de refinancement. Donc c'est pas parce qu'elles font plus de crédit, c'est pas parce qu'elles-mêmes achètent des obligations, ce qu'on a lu dans la presse mais qui n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a un retrait de dépôts. Alors pourquoi est-ce que les Américains retirent leur argent des banques ? C'est pour se diversifier dans d'autres actifs, quoi. Donc on voit que les investisseurs américains sont passés des dépôts bancaires aux obligations, aux actions, etc. Donc c'est assez bizarre, c'est un mouvement de retrait de liquidité par les dépôts qui explique cette difficulté des banques. Il faut quand même rappeler qu'il leur reste 1400 milliards de dollars de réserves à la Réserve fédérale, donc on n'est pas non plus dans une crise de liquidité, hein, mais elles ont un besoin de refinancement qui est apparu, et à nouveau l'origine c'est la baisse des dépôts, ce qui est un truc assez curieux. Je peux juste Bien sûr. rajouter un petit chiffre, c'est le montant des réserves des banques qui a diminué de 40% depuis fin 2017. Donc c'est un point c'est significatif, et ce sera à mon avis une problématique qui devra être traitée. Pas simplement avec des opérations journalières, mais... Oui, mais regarde le bilan des banques, c'est parce qu'elles ont perdu ça en dépôt, quoi. C'est les dépôts qui baissent.
Alors Christophe Baron, on se demande dans la salle aussi si la crise ne serait pas une nouvelle crise du pétrole, évidemment, avec ce qui s'est passé en début de semaine dernière. Alors, je serais prudent sur le pétrole parce que l'impact aujourd'hui du pétrole n'a rien à voir avec ce qui a été il y a 30 ans. Si je prends par exemple l'exposition, en fait, la consommation des ménages, la part du pétrole, on était peut-être à 8%, 8-9% dans les années 70. Aujourd'hui, c'est plutôt 2,5-3%. Donc en termes d'impact direct, je pense que ce sera plus limité. Après, si vous avez un pétrole qui commence à aller sur le WTI aux alentours des $80, là, ça devrait un frein potentiel sur l'industrie à un moment où, comme on l'a dit, on a déjà un ralentissement. Donc, pas forcément une crise du pétrole en soi, mais plus les conséquences qui pourraient arriver. Et si, comme Patrick l'a dit, ça arrive à un moment où l'inflation corps, donc hors énergie, commence à remonter, ça pourrait être très très problématique. Mais je ne pense pas que ce sera le cas pour 2020. Sur la question pétrolière, il y a quelque chose d'amusant, c'est que Monsieur le Président des États-Unis a écrit une lettre où il menace la Commission européenne si l'Union européenne donne suite au projet de gazoduc Nord Stream 2 qui est venu s'ajouter au Nord Stream 1 pour mettre sous perfusion de gaz russe l'Allemagne. Et M. le Président des États-Unis a écrit en disant « Si vous faites ça, on prendra des mesures contre vous parce que faisant ça, vous dévaluez la position stratégique de l'Ukraine, vous valorisez la Russie, vous vous rendez plus dépendant. Et puis, vous savez, nous, on a du gaz de schiste à vous vendre. Si ce n'est pas cynique, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça va bouger. » Question assez fine à présent, on parlait de la présidentielle aux US en 2021. On se demande quel rôle pourraient jouer les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, pour amortir ou intensifier la prochaine crise. Alors vous savez que le débat aux États-Unis, c'est le retour des monopoles. Ce n'est pas seulement les GAFA. Hein. Quand on parle de ça, on pense aux GAFA, mais tous les travaux qui sont maintenant très très débattus aux États-Unis, quelqu'un qui est très en pointe là-dessus, c'est quelqu'un qui s'appelle Thomas Philippon, c'est un Français qui est à l'Université de New York, montre qu'il y a une concentration des entreprises dans tous les secteurs d'activité aux États-Unis. Donc il y a un débat très très important à suivre, aussi bien pour l'économie que pour la finance, qui est est-ce qu'on va... Et alors évidemment, on sait que l'antitrust aux États-Unis a complètement changé de vue il y a une vingtaine d'années, donc a laissé apparaître des grandes entreprises avec des positions dominantes. Ce qui évidemment fabrique des entreprises très profitables, mais dont on montre qu'elles ont des effets extrêmement négatifs sur l'économie parce qu'elles bloquent l'innovation des plus petites, pour garder leur position de monopole. Donc il n'y a plus de transfert de technologie vers de plus petites entreprises. Et donc il y a toute une interrogation aux États-Unis et des gens qui suggèrent de revenir à la pratique normale de l'antitrust et donc de casser les positions de monopole, y compris des GAFA. Et ça c'est vraiment un débat extrêmement important, parce que si vous faites ça, vous allez sans doute redéclencher une vague d'innovation qui est à nouveau étouffée en réalité, on le montre bien dans tous ces travaux, par les grandes entreprises qui ont ces positions dominantes. Vous allez évidemment casser les rentes de ces entreprises. Et donc c'est quelque chose qu'il faut suivre d'extrêmement près, cette question de la concurrence aux États-Unis. Et à nouveau, c'est les GAFA, mais ce n'est pas que les GAFA. C'est assez bizarre. Même dans des secteurs extrêmement traditionnels aux États-Unis, il y a eu une concentration très très grande des entreprises. Alors j'ai une autre question spécifiquement pour vous, Patrick Artus, donc je vous la pose. Oui. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une nouvelle révolution industrielle ? Dans une nouvelle révolution industrielle, vous parlez Oui, on est dans une révolution industrielle. On est dans une révolution technologique, je ne sais pas s'il faut l'appeler industrielle. On a les robots, l'intelligence artificielle, avec une très très grande différence par rapport au passé, et ça c'est des choses sur lesquelles il y a plein de travaux aussi que je trouve très intéressants, qui est que cette nouvelle révolution technologique détruit des emplois plus qualifiés en moyenne que ceux qu'elle crée. Et donc, je prends 5 secondes, il y a des travaux par exemple, qui ont été faits sur la robotisation de l'industrie en Europe, qui montrent que quand on met un robot dans une entreprise industrielle, il détruit 3 emplois dans l'industrie, mais il crée 5 emplois dans les services autour, mais que ce sont des emplois de services relativement bas de gamme, et que la masse salariale de ces 5 emplois est plus petite que la masse salariale des 3 emplois qui ont été détruits dans l'industrie. Donc on n'a pas de problème de chômage, mais on fabrique de mauvais emplois. Et ça, c'est complètement différent des révolutions industrielles du passé. Même la première révolution industrielle, en réalité, les artisans
qui étaient en même temps paysans, quand ils deviennent ouvriers d'usine, connaissent une très forte augmentation de leur niveau de vie. Aujourd'hui, vous avez une diminution du niveau de vie par ces nouvelles technologies. Donc c'est une révolution industrielle, mais d'un type très très curieux par rapport à celle d'avant. Bien sûr. Du coup, autre question qui permet de rebondir, Christophe, est-ce que la France pourrait tirer son épingle du jeu de cette révolution technologique ? Alors, le point positif aujourd'hui, c'est qu'on a quand même un gouvernement qui tente d'appliquer des mesures dans différents secteurs, qui tente d'appliquer des réformes structurelles. Plus que dans le gouvernement précédent, selon vous ? Je pense que ça va faire peut-être 25 ou 30 ans qu'on demande des choses, déjà sur un plan économique, diminution de la bureaucratie, potentiellement baisser la fiscalité des entreprises, enfin, donc le taux d'imposition qui devrait être dans la loi de 2020. On a un gouvernement qui tend à aller enfin vers les demandes des économistes. Après, la difficulté, c'est plus le climat social en France. Et surtout, je pense, la capacité à se faire comprendre par le plus grand nombre. Mais je pense que la France a une carte à jouer, et surtout, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que c'est un des pays qui a énormément de potentiel à tous les niveaux. La problématique, c'est que chacun en prenne conscience d'une part, et de mettre en place tout un tas de mesures qui permettent de déclencher plus d'investissements, de l'orienter dans les secteurs à haute valeur ajoutée. Et c'est ce que le gouvernement essaye de faire, et via notamment, je pense, la loi Pacte, qui est plutôt un point positif en termes de potentiel de croissance future. Merci beaucoup. Question très intéressante sur ce qui s'est passé cette semaine. Thomas Cook et autres entreprises zombies, quelle importance donner à ces phénomènes dans l'impact économique ? Je prends juste, je m'attribue 5 secondes. Il faut toujours rebondir. Non, je fais de la publicité. Lisez le rapport de Philippe Tibi sur la tech française. Et c'est assez intéressant. C'est le rapport qui a été rendu au gouvernement et qui est à l'origine de ce qui a été décidé sur le fonds d'investissement dans la tech, etc. Parce que Philippe Tibi explique très bien que nous sommes extrêmement bons dans le domaine de la production de recherche. Donc on a les meilleurs chercheurs sur l'intelligence artificielle. Mais finalement, ce n'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est très important, c'est que les entreprises françaises n'adoptent pas les nouvelles technologies. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement de produire, c'est bien de produire les nouvelles technologies, mais ce qui compte surtout, si on veut progresser, c'est que les entreprises les adoptent. Donc on a un taux d'adoption des nouvelles technologies dans les entreprises qui est extraordinairement bas, alors qu'on est extrêmement bon. Enfin, tous les bons chercheurs en intelligence artificielle, pratiquement, sont français, quoi. Donc on a l'école de maths. Bon. Oui, alors Thomas Cook, c'est très intéressant aussi, parce que ça rentre dans le grand sujet qui est, est-ce que tout ce qui est intermédiation va disparaître ? Est-ce qu'on rentre dans un truc qui est totalement B2B, C2C, hein, et donc il n'y aura plus d'intermédiaire. Et donc quand vous achetez un billet d'avion ou une chambre d'hôtel, pourquoi est-ce que vous passez par une agence de voyage ? Vous allez sur Internet, mais ça vaut sur plein d'autres sujets. Vous faites un crédit, pourquoi est-ce que vous allez voir une banque ? Pourquoi vous n'allez pas sur une plateforme de crédit ? Si vous faites une émission en bourse, pourquoi vous faites une émission en bourse ? Pourquoi vous ne faites pas un ICO en crypto-monnaie ? Donc je crois que Thomas Cook, ça nous rappelle. Et regardez ce qui se passe dans la grande distribution, qui est le même sujet. Pourquoi je vais chez Auchan si je peux aller chez Amazon ? Donc ça nous rappelle que peut-être l'évolution de la technologie, c'est la disparition de l'intermédiation dans le tourisme, dans la distribution, dans la finance, etc. Qu'il n'y aura plus d'intermédiaire, que tout le monde sera en... C'est la blockchain, quoi. La blockchain, il n'y a pas d'intermédiaire. Le stockage de données, il est partagé. Il n'y a pas un intermédiaire qui stocke. Donc c'est la blockchain. Donc c'est le premier syndrome de la blockchain, Thomas Cook. L'intermédiaire, c'est une forme de service dont on a besoin aujourd'hui. Pas sûr. La blockchain, le crypto-monnaie, il n'y a pas de banque centrale et c'est tout le monde qui vérifie les transactions. Donc la logique blockchain, c'est une logique sans intermédiation. Et je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Donc c'est le début de la mort des intermédiaires. Dernière question, et on va garder le meilleur pour on va parler de l'épargne des ménages, parce qu'on ne va pas beaucoup parler des ménages encore. Dernière question. Quelles seront les conséquences pour l'épargne des ménages d'une nouvelle crise ? Quels produits patrimoniaux privilégiés, évidemment ? On n'est pas au salon Patrimonia pour rien. Christophe ? Non, il y a un truc très intéressant, c'est que les taux d'intérêt sont de 0, sans risque. Donc tout le monde est allé prendre du risque. Et donc on a vu après les primes de risque s'écraser, donc sur les dettes des entreprises, sur les dettes des banques, sur les périphériques, etc., sauf sur les actions. Hein, les primes de risque sur les actions, c'est 600 points de base ce matin sur l'Eurostoxx. Les primes de risque actions ont monté, elles n'ont pas baissé. Donc la seule classe d'actifs
sur laquelle on n'a pas eu d'écrasement des primes de risque, ce sont les actions. C'est un truc très étonnant, parce que normalement, quand les actifs sans risque rapportent 0, on va acheter des actifs risqués. Donc on a acheté tous les actifs risqués, l'immobilier, machin, le high yield, sauf les actions. Alors pourquoi ça? D'abord parce que je crois qu'il y a une incertitude, il y a plus d'incertitude peut-être sur les actions. Il y a solvabilité 2 qui fait que les assureurs ne peuvent pas beaucoup investir en actions, mais fondamentalement, on a sous nos yeux une classe d'actifs avec un énorme potentiel de réduction de sa prime de risque. C'est la seule classe d'actifs où la prime de risque ne s'est pas écrasée. Donc il faut acheter des actions, sans intermédiaire. Alors, moi, je suis assez d'accord sur le côté action, dans le sens où si on fait un arbitrage entre des actions et des obligations sur le très long terme, et qu'on regarde le rendement proposé, c'est clairement une des classes d'actifs pour un fonds de pension où il ne faut pas hésiter à investir. Après, je dirais ce qui a été vraiment nouveau en 2019, et ce qui va de pair en fait avec l'augmentation de la part des actifs, enfin des obligations qui offrent un taux négatif, c'est la montée, je dirais, assez significative de tout ce qui a trait aux métaux précieux, et notamment de l'or. Donc c'est une classe d'actifs qui n'était pas trop regardée, qui aujourd'hui, en plus d'avoir le rôle d'un actif un peu, je dirais, pour se protéger contre les chocs, a un caractère on appelle ça de stockage de valeur. Dans le sens où si vous prenez aujourd'hui des personnes aisées qui sont en Suisse, vont voir des taux d'intérêt négatifs sur leurs dépôts, elles ont de plus en plus tendance à se poser la question de est-ce que j'investirais pas dans un actif, on va dire, sans risque, mais qui soit différent d'un compte bancaire. Et donc vous avez aussi une montée en puissance de toute cette catégorie de métaux précieux, et l'or en particulier, pour lequel certaines personnes ont une vraie religion. Donc, moi, je resterai quand même assez favorable sur les actions, parce qu'il y a aussi un caractère de positionnement au moment où je vous parle, où si vous regardez les fonds de pension américains, même européens, ils ont plutôt une tendance à être sous-investis aujourd'hui. Donc si vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent, ils vont être obligés de courir derrière le papier. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, vraiment, sur les classes d'actifs métaux, si on estime que les banques centrales vont continuer d'avoir une politique monétaire accommodante, que les taux d'intérêt resteront extrêmement bas et que d'autres banques, pas simplement les Suisses, vont appliquer des taux négatifs sur les dépôts, vous allez avoir une montée en flèche des métaux précieux. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder la corrélation entre donc, le nombre d'obligations qui offrent un taux d'intérêt négatif et le cours de l'or. C'est quasi symétrique, en fait. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour vos interventions animées, riches et denses. On vous applaudit bien fort. Merci à vous de votre écoute. On va marquer une pause. Merci beaucoup.